Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on va faire une vidéo un peu spéciale. On va pas faire une vidéo de gameplay, mais on va faire une vidéo explicative de règles. Et pas n'importe quelle règle, et pas n'importe quel jeu, surtout. C'est mon coup de cœur, et c'est l'un des jeux qui est mon top 1, qui est dans mon cœur, et qu'il ne changera pas. Je vous parle de... Hop, allez, viens avec moi, toi. Dungeon Saga. Et oui. Dungeon Saga, pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Le meilleur dungeon crawler de tous les temps. Et donc, il y a un groupe aussi de Facebook qui s'appelle Dungeon Saga France. On parle beaucoup, on échange énormément. Il y a bien sûr notre ami Philippe Forbras qui nous partage pas mal de choses. Et surtout, nous aussi, notre communauté FanMed qui partage beaucoup de scénarios, de cartes. Vous trouverez tout sur ce groupe si vous acquérirez le jeu. Vous allez voir, on se partage énormément de choses. Et donc moi j'ai énormément de scénarios, de campagnes de Dungeon Saga. Et aussi je suis un créateur donc de Dungeon Saga car j'ai créé quelques scénarios pour ce magnifique Dungeon Crawler. J'ai donc aussi un peu modifié les règles du mode solo à ma façon. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que ce soir je vais faire une vidéo de règles pour expliquer vraiment les règles, les vraies règles de base du jeu Dungeon Saga et vous en faire part ce soir pour vous aider. Car moi, mes règles, c'est vraiment des règles pour améliorer ma façon de jouer à moi. Et c'est peut-être ça aide pas tout le monde. C'est pour ça ce soir, je vais faire cette vidéo vraiment pour expliquer les règles vraiment claires et simples du jeu. Comme ça, vous pourrez, si vous n'avez pas le jeu, bah, vous acquérir le jeu et pourquoi pas jouer à Dungeon Saga. Et pour ceux qui l'ont, et ben regardez avec plaisir cette vidéo de règles explicatifs. Donc on se retrouve sur la table et puis on y va pour l'explication des règles donc de Dungeon Saga. Voilà, on est prêt donc pour l'explication des règles du jeu Dungeon Saga. Donc Dungeon Saga est un jeu de Mantic, donc pour 2 à 5 joueurs, faut pas l'oublier. Et ils ont sorti une extension pour pouvoir jouer en mode solo. Donc il y a la quête du roi nain, le journal de quête, donc pour le jeu de base. Alors, derrière le livre de règles, on a un petit résumé d'une mise en place, résumé d'un round, et des mouvements, des combats, du tir, des modificateurs, et du lancement de sorts. Tout ça, on va voir en détail. Donc pour vous expliquer vraiment les règles du jeu. Alors, on a une introduction. On a comment jouer. Bien sûr, quand on ouvre la boîte, on n'a pas le jeu, on nous demande de l'ouvrir le petit tutoriel. On a un petit tutoriel à faire. On a le sommaire, l'introduction, les contenus, la mise en place du jeu, jouer une partie, le mouvement, le combat, le tir, les dégâts, la magie, les accessoires du donjon, les grandes créatures, la fouille et les références. Alors, on a le contenu du matériel, tout le contenu. Vous avez vu, vous avez pas mal de choses. Les marqueurs, qui pour moi, au début, ont été, quand j'ai reçu le jeu, très compliqué à comprendre. Mais bon, maintenant, le jeu, comme je vous le dis, je l'aime énormément, donc je comprends tout. Les cartes, donc nous avons les cartes maître donjon, les cartes objets, les cartes sorts et les cartes capacité. En savant que quand on joue en mode solo, on a les cartes du maître donjon invisible. Et bien sûr, on a les dalles du donjon. On a les accessoires. Donc, on a une crypte de nain, un coffre, des tonneaux, lutrin, table, râtelier, puis trône de nain, secrétaire du sorcier, bibliothèque, livre, porte simple, porte double. Et enfin, nous avons les figurines des serviteurs morts-vivants. Donc nous avons des guerriers squelettes, archers squelettes, zombies,
zombie en armure, revenant nain, spectre, troll zombie. Et enfin, nous avons donc les figurines de héros et de boss. Donc nous avons Orlaf, le barbare humain, Rordin, le guerrier nain, Madriga, la patrouilleuse elfe, Danor, le sorcier humain, qui sont les héros. Et enfin, pour les boss, nous avons Mortibri, le nécromancien, Grug, roi nain mort-vivant, Elshara, la banshee, et Odgar, le chaman troll zombie. Donc nous avons donc le guide de démarrage rapide, donc c'est le petit tutoriel. Nous avons le livre de règles et le journal de quête. Donc voilà à peu près le contenu donc de la boîte. Et donc maintenant, je vous ai fait un petit récupératif donc du contenu. Donc la mise en place du jeu. Donc pour installer une partie de Dungeon Saga, suivez ces étapes. Donc on aura le choix des héros à faire. Et donc on va s'arrêter là pour donc vous expliquer à peu près déjà. Moi je vais aller dans le simple, direct. Donc nous avons les fiches de héros. Que ce soit un sorcier, on va prendre un sorcier et le nain ce soir pour vous expliquer. Voilà. Donc, on va commencer avec notre ami le nain. Donc, nous avons son nom, Rordin. Donc, c'est un guerrier nain. Le nombre de points de vie qu'il a. Donc, il a 5 points de vie pour l'instant. Il a sa capacité spéciale qu'il pourra utiliser. Je vous rappelle que cette capacité peut être utilisée une fois. Et donc, c'est exploit. On ne passe pas. Donc ça nous dit une fois par partie. Donc c'est bien écrit en rouge en plus. Une fois par partie. Donc c'est une fois. On ne peut pas l'utiliser plusieurs fois. Cette capacité, on peut l'utiliser qu'une seule fois. C'est Rordin. Ne peut plus être blessé pour le reste du round en cours. De plus, on considère que tous les serviteurs ennemis adjacents à lui ont joué leur tour de round. Ils ne peuvent pas jouer d'autres tours lors de ce round pour quelque raison que ce soit. Ce qui veut dire, excusez-moi, donc s'il utilise cette capacité-là, ça veut dire qu'on ne peut pas l'attaquer, et aucun ennemi qui est adjacent et qui n'a pas joué, et ben par exemple, s'il avait à côté de lui un archer squelette ou un guerrier squelette et qui n'ont pas joué, et ben s'il utilise cette capacité, on ne passe pas. Et ben ces ennemis-là ne pourront pas jouer et ne pourront pas attaquer le nain. Ensuite, on a d'autres choses marquées dessus. On a le mouvement, donc ça c'est le nombre de déplacements qu'il pourra faire, donc il peut se déplacer de 6. Les dés de combat, donc le nombre de dés qu'il va lancer pour attaquer. Donc, hop. Il lancera donc, hop là. Viens ici, toi. Et toi, viens ici. Donc, 4 dés au combat. Et il a 4 d'armure. Ce qui veut dire que ça soit les dés de combat ou là, la défense, il a 4 dés de défense. Et donc, quand il fera son attaque, donc il lancera ses 4 dés. Et quand il se défendra contre un ennemi, il lancera ses 4 dés. Tous les résultats entre 4, 5, 6 le touche. Tout ce qui est 1, 2, 3. Je crois que même le 4, je vais regarder, on va regarder dans les règles, mais je crois que c'est 1, 2, 3, 4 le touche et 5, 6 ne le touche pas. On refait. Tout ce qui est 1, 2, 3, 4 ne le touche pas. Et tout ce qui est 5, 6 le touche. Donc
Donc il prendra un dégât. Vous savez, je commence à faire n'importe quoi dans les règles. Donc, en défense, s'il a un jet qu'un ennemi lui fait, justement, un 5 ou un 6, lui fera un dégât. Bien sûr, lui, il va lancer ses 4 dés, et on verra comment ça va se passer lors d'une attaque ou d'une défense, pour pas qu'il soit justement touché. Et lui, en attaque, pareil, il lancera donc ses 4 dés d'attaque. Il se déplacera de 6. Ça, c'est pour Rordin, le guerrier nain. Et ensuite, nous avons un sorcier, donc qui est Danor, qui lui aussi a 5 points de vie. Je vous expliquerai pourquoi les cœurs ils sont en rouge. Donc nous avons le sorcier humain. Donc il a, lui, 2 capacités. Donc il a la première capacité qui est lanceur de sorts. Ça, il peut l'utiliser à n'importe quel moment. C'est la figurine peut utiliser son action d'un tour pour lancer des sorts. Voilà. Donc pendant son action, son activation, il peut lancer des sorts. Et celle-ci, une autre capacité, c'est exploit. Donc concentration. Donc c'est pareil, une fois par partie. Danor peut lancer jusqu'à 3 sorts majeurs différents. Il peut être lancé même s'ils sont actuellement en cours de rechargement. Ce qui veut dire, c'est que Danor, quand il va lancer ses sorts, les sorts vont se retourner à 90 ou 80 degrés ou 180 ou 190 degrés. Et donc, quand ils sont retournés, les sorts, il ne peut pas s'en servir. Grâce à son exploit, il pourra utiliser les sorts même qui sont retournés. Il se déplace de 7. Il lance, lui, 2 dés en attaque. Et en armure. Donc, il lance toujours 2 dés en défense. C'est là qu'il faut bien comprendre. Mais il a une armure de 1. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus facile à toucher. Donc, quand les ennemis font des 1, donc c'est bien ça. C'est 1, 2, 3, 4 pour le nain, il n'est pas touché. 5, 6, il est touché. Et pour le sorcier humain, si on fait des 1, on ne le touche pas. Et tout ce qui est après, donc 2, 3, 4, 5, 6, il est touché. Donc, c'est un héros qui est un peu faible, mais qui lance beaucoup de sorts, donc qui est puissant par rapport à ses sorts. Donc voilà. Nous avons donc 2 fiches de héros. Nous n'avons pas que 2, hein. Nous avons aussi donc, Orlaf. Donc le barbare humain. Et nous avons donc Madriga, la patrouilleuse elfe, donc dans la boîte de base. Elle tire soit à distance, soit au corps à corps. Donc quand elle tire au corps à corps, elle lance 3 dés. Quand elle tire à portée longue, donc c'est à distance, elle lancera 4 dés. Elle a 2 d'armure. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a 2 symboles de dés. C'est le corps à corps et la distance. Elle se déplace de 8 et donc elle a 2 d'armure. Donc quand elle se défend avec 3 dés. Ensuite, nous avons Orlaf, lui qui se déplace de 7. Il attaque avec 5 dés. Il a 2 d'armure aussi. Mais il lance beaucoup de dés. Donc, même s'il a 2 d'armure, avec 5 dés, s'il joue contre un squelette qui lance 2 dés, normalement, il ne devrait pas être touché. Normalement, j'ai dit. Après, tout dépend de votre chance ou pas au dé. Donc voilà, ça ce sont donc les fiches de héros. Il faut savoir que chaque fiche de héros, les héros viennent avec donc certaines cartes de capacité de combat. Donc là, pour l'instant, ça c'est ma campagne en cours. Donc on va regarder juste une première carte, ce qui est donc l'armure en soie d'araignée, qui permet donc c'est réservé à l'elfe, qui lui donne plus 1 en armure. Donc son armure qui était à la base 2 passe à 3. Donc maintenant il faudra faire des 4, 5, 6 pour pouvoir le toucher grâce à cette armure de soie. Et donc après il y a d'autres cartes, ça on en verra après. Là nous avons donc le tableau du maître nécromancien. Et oui,
Si les héros ont des fiches, les ennemis, ils ont un tableau. Et donc, excusez-moi pour la petite lumière. Nous avons donc chaque ligne, donc les ennemis, donc les guerriers squelettes, ils se déplacent de 4, ils lancent 2 dés et ils ont 2 d'armure. Certains ennemis, ils ont des notes, certains ou d'autres n'en ont pas. Genre les guerriers squelettes, quand on regarde notes, il n'y a aucune note. Quand on va lancer les dés d'attaque, après il faut se référer au tableau. Donc si on fait une touche, aucun effet. 2 touches, disloquer, remplacer la figurine par un marqueur Tados. Si on lui fait 3 touches ou 4 touches, on détruit et on retire la figurine. Ça c'est pareil, c'est par rapport à vos jets d'attaque, vos dés de combat. Si vous touchez ou pas le nombre de touches, vous référez au tableau. Et donc, par rapport au nombre de touches que vous ferez, si c'est une, aucun effet, 2 touches, il se transforme en squelette, 3 ou 4 touches, on enlève la figurine. Ensuite, nous avons l'archer squelette, qui lui, se déplace de 4. Donc, il a 2 dés au combat au corps à corps. S'il tire à distance, il a 3 dés. Il a 1 d'armure, donc il est pas fort. Sinon, il a aucune note, et il a les mêmes effets donc de touche que le guerrier squelette. Le revenant nain. C'est une petite figurine, pareil, toujours, mais il est un peu plus puissant, lui, car lui, il se déplace de 4, il lance 4 dés, et il a 3 d'armure. Il a aucun effet. Sinon, par rapport aux touches, donc il est comme les autres. Une touche, aucun effet. 2 touches, il se transforme en Tados. 3 et 4 touches, il est retiré du jeu. Ensuite, nous avons donc les zombies. Ça, c'est d'autres figurines différentes aussi, vous allez voir, par rapport aux touches. Donc elle se déplace, la première ligne de zombies, elle se déplace donc de 4. Elle a 2 dés de combat et elle a 1 d'armure. Mais, donc, sur une note, on voit Horde. Alors, Horde, on se réfère au tableau. Et donc, on a la capacité ici, qui est Horde. Et donc, elle nous dit, je vais vous la lire pour pas que vous ayez un faux jour. Lorsqu'une figurine dotée de cette capacité effectue une attaque, elle lance un dé supplémentaire pour chaque autre figurine dotée de cette capacité, qui a le défenseur dans son arc avant. Par exemple, si un zombie attaque un héros qui se trouve dans l'arc avant de 2 autres zombies, il gagne 2 dés supplémentaires pour attaquer pour un total de 4. En plus, c'est vraiment expliqué mot pour mot, il faut juste lire. Donc lui, le zombie, par rapport aux touches. Une touche, 2 touches, aucun effet. Ah ouais, faut le taper direct à lui faire 3-4 touches, car si on lui fait 3-4 touches, on détruit et on retire la figurine. Ensuite, on a le zombie en armure. Donc lui qui se déplace de 4, il lance 2 dés et il a 3 d'armure. Donc c'est une horde, comme note. Donc il a aucun effet sur une touche, 2 touches, mais il est détruit sur 3-4 touches. Ensuite, on a le troll zombie. Donc il a le mot zombie. Il se déplace de 4. Il attaque avec 4 dés et il a 4 d'armure. C'est une grosse figurine et il est assez costaud. Donc lui, il a le mot grande taille, horde, régénération, blessure 4. Donc blessure 4, vous allez comprendre tout de suite. Donc sur les touches, donc si on lui fait une touche, on lui enlève 1 point de vie. Si on lui fait 2 touches, on lui retire 2 points de vie. Si on lui fait 3 touches, on lui retire 3 points de vie. Et si on lui fait 4 touches, on lui retire 4 points de vie. Donc il a 4 points de vie, ce troll zombie. Donc il faut, si on veut lui faire un one shot, ben il faut lui faire 4 touches d'un coup. Comme ça on le tue direct. Sinon, et ben si on lui fait une touche, on lui enlèvera qu'un point de vie. Donc il lui restera 3 points de vie. Voilà. Ainsi de suite. Donc lui il a des capacités grande taille. Et donc horde on la connaît. Et régénération et blessure. Donc régénération. Cette capacité a 2 effets premières. Chaque fois que la figurine subit au moins une blessure et avant de déterminer si elle a été
détruite, elle lance un dé. Si elle obtient un 5 ou un 6, le nombre de blessures qu'elle subit est réduit de 1. Il peut ainsi tomber à 0. Deuxièmement, lancer un dé à la fin de chaque round. Sur un résultat de 5 ou 6, la figurine guérit sur une blessure. Donc voilà. Donc lui, il va se régénérer à chaque tour. Donc à chaque tour, il va lancer des dés pour savoir si, oui ou non, il va se soigner. Donc sur un 5 ou un 6, il récupère un point de vie. Et lors d'un combat, s'il est touché, il va lancer un dé. S'il fait un 5 ou un 6, par exemple, s'il a pris 3 dégâts, eh ben, il n'en prendra que 2. Et bien sûr, à chaque tour, il va essayer de se soigner. Ça, c'est la régénération. Ensuite, on a le mot... Donc, grande taille, ça veut dire que c'est une grande figurine. On a le mot blessure. Donc, blessure, c'est dit. Chaque touche infligée à la figurine compte comme une blessure. Placez un marqueur blessure sur le socle de la figurine pour chaque blessure qu'elle subit. La figurine est détruite dès qu'il y a 4 marqueurs blessure sur son socle en même temps. La figurine n'est jamais considérée comme blessée. Voilà. Donc comme je vous disais, blessure, ce qu'il veut dire, c'est que le trot zombie a 4 cœurs, 4 points de vie, et pour pouvoir la détruire, il faut lui mettre les 4 cœurs sur son socle. Si on en a 3, 2 ou 1, comme on vous a expliqué, elle est encore en vie. Et le dernier ennemi est un spectre. Il se déplace de 3, il lance 3 dés, et lui, il a une armure assez costaud, car il a une armure de 5. Donc pour pouvoir le toucher, il faut faire des 6. Il est immatériel, donc ça c'est sa note, et ensuite, lui, il n'a qu'une ligne, c'est marqué détruire, retirer la figurine sur toute la ligne, que ce soit 1, 2, 3 ou 4 touches. À partir du moment où vous faites un 6 et que lui ne se défend pas sur ses 3 jets de dés, ne fait pas de 6 quand vous faites des 6, il est éliminé. Donc déjà, il faut faire des 6. Donc lui, il a la capacité immatérielle qui est immatérielle. La figurine peut se déplacer à travers les murs. Un mur compte comme une case quelle que soient ses dimensions. Une figurine ne peut pas terminer son déplacement dans le mur. Un mouvement à travers un mur ne peut se faire qu'en ligne droite. La case traversée immédiatement avant le mur et celle traversée immédiatement après doivent être hexagonales, alignées. Donc lui, comme c'est un immortel, sorte de spectre fantôme, il peut traverser les murs. Voilà pour le tableau des maîtres nécromanciens. Donc vous avez les capacités, les caractéristiques donc de nos héros et les caractéristiques des ennemis. Et donc avec ça, déjà, vous avez à peu près une base du jeu. Vous savez comment ils se déplacent, comment ils attaquent et le nombre de défenses qu'ils ont pour pouvoir les toucher. Donc ça, c'est les bases. Ensuite, donc là, on nous demande de choisir. Hop. Donc, le choix des héros. On nous dit donc de jouer une partie. Et donc, on nous explique les phases. Qu'est-ce que je vais parler en premier avant de vous parler ça? Ouais, on va faire ça. Les mouvements. Alors, les mouvements. Hop. Prends une tuile. C'est plus simple. Mettre les figurines. On va prendre Orlaf. Voilà. Donc, dans une case normale, on peut se déplacer de cette hexagonale. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. D'accord? Ça, c'est les déplacements normaux. Ensuite, si je fais ça, hop là, voilà, ça sera mieux comme ça. Donc,
si je suis là, je me déplace. Là, je peux pas faire... que je dise pas de bêtises. Je peux faire... Ah, c'est ça. Si je suis ici, ou ici, plutôt, ou ici, plutôt, on va plutôt se mettre ici, ça va être plus simple. Pour expliquer le système. Là, il y a un trou. Je ne peux pas me déplacer pour venir ici. Il ne faut pas qu'il y ait de trou pour pouvoir se déplacer. Pareil, si je viens ici, on se déplace là. Je ne peux pas aller en diagonale ici, car ici, il y a un espace trou. C'est comme si, en fait, il se jetait dans le vide. Donc, c'est impossible. On n'a pas le droit de faire ça. Pareil, si je suis ici, je ne peux pas aller ici. Là, pareil, il y a un trou. À partir du moment où il y a un trou, on ne peut pas aller en diagonale. On peut aller que tout droit, se retourner et continuer son déplacement. Mais on ne peut pas aller en diagonale. Je ne peux pas faire ça, ça. Voilà. Sinon, c'est de la triche. Donc ça, c'est les déplacements normaux. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'arc avant et l'arc arrière. Donc l'arc avant. Alors, ces trois cases-là sont l'arc arrière de Orlaf. Et tout le reste, que ce soit ici, ici, et tout ce qui est devant là, c'est l'arc avant de Orlaf. Voilà, donc les trois cases qui sont là, c'est l'arc arrière, et ça, c'est l'arc avant. Quand un ennemi se présente face à moi, il est dans mon arc avant. Il n'y a pas de malus. Que ce soit quand les jets de dés, que ce soit lui ou que ce soit moi, on sera le même nombre de dés. Par contre, s'il m'attaque derrière, qu'il vient ici, à la place du dé, qui vient ici, dans mon arc arrière, que ce soit ici, ou ici, ou là, il attaque, j'aurai un malus. Donc, là, on prend la fiche du personnage. Alors là, et donc, au lieu de lancer 5 dés, je lancerai 4 dés, car il attaque mon arc arrière. Ensuite, si j'ai dans mon arc arrière, j'ai pas pris une bonne figurine, vous allez voir. Toi, t'es un héros, t'es pas un ennemi. Trois ennemis, on va pas enlever 3 fois le malus. C'est-à-dire, on n'enlèvera pas 3 dés. On le fait qu'une seule fois, donc on enlèvera un seul dé, car c'est une figurine qui attaque dans l'arc arrière, donc on enlèvera une seule figurine. Enfin, un seul dé, pardon, pas une figurine, un dé. Donc, on est dans l'arc arrière, on enlève un dé. Toujours, donc il l'attaquera, il se défendra avec 4 dés au lieu de se défendre avec 5 dés. On le fait une seule fois, on ne fait pas, oui, là j'enlève un dé, là j'enlève un dé, là j'enlève un dé, parce qu'il y a 3 figurines. Non, on le fait une seule fois, on n'enlève qu'un seul dé. Maintenant, configuration où les 3 ennemis sont devant. Hop. Et donc les 3 ennemis, hop, veulent m'attaquer. Ils sont ce qu'on appelle en supériorité numérique. Donc on a un malus. Ce que je fais là, à l'instant T, avec les ennemis, c'est la même chose avec les héros. Si le héros attaque dans l'arc arrière, l'ennemi a un malus. Si je l'attaque devant avec là, il n'y a pas de figurine. Là, il n'y a pas de figurine.
Et là, il y a une figurine. Si je l'attaque avec 4 héros, pareil, il aura un malus. Pas 4 malus, mais un malus. Donc il sera en infériorité numérique. Ça, c'est pour les déplacements. Et pour donc les arcs avant et les arcs arrière. On nous dit l'orientation. Une figurine doit occuper une case et faire clairement face à l'un des 4 côtés de cette case. La direction à laquelle la figurine fait face est ce qu'on appelle son orientation. Donc, qu'est-ce qu'une orientation? Je prends encore Orlaf. Orlaf regarde dans cette direction. Donc ça, c'est son orientation. Si je le mets comme ça, il va regarder là. Si je regarde là, il va regarder là. S'il regarde là, il va regarder là. C'est ce qu'on appelle l'orientation de la figurine. Alors, adjacent. Dans ces règles, chaque fois que le texte parle d'être adjacent à une figurine, cela signifie occuper n'importe laquelle des cases qui entourent la figurine en question. Une figurine de taille normale, donc 8 cases adjacentes, indique en rouge et bleu sur le schéma ci-dessous. Ici, là. Voilà. Ensuite, hop là. Un autre truc qui est important lors des déplacements. Alors, comme je disais, il y a ce qu'on appelle le désengagement. Alors, le désengagement, comment ça se passe? On va prendre Orlaf. Non, lui, ça, c'est un archer. Ça va pas le faire, ça. Voilà, on va prendre lui. Voilà. Ça le fera mieux. Alors, on va dire lui, il est là. Enfin, lui, il est là. On va le mettre là. Et Orlaf, on va le mettre là. Voilà. Ça sera plus simple. Donc, Orlaf fait son déplacement. Tac, tac. Il arrive là. Wow. Squelette. J'ai pas envie de me taper avec lui pour l'instant. Donc, il va essayer de le contourner. Je viens ici. Je viens ici. Dès que j'arrive ici, je stoppe mon action. Je rentre dans l'arc avant de la figurine ennemie. Et si je veux continuer mon déplacement, je dois faire un désengagement. Qu'est-ce que c'est un désengagement? Eh bien, un désengagement, c'est que l'ennemi qui est ici, eh ben, il va faire une attaque d'opportunité. Donc, il prend ses dés d'attaque et il va essayer de me mettre un coup en secrète en passant. Donc, bien sûr, je pourrais me défendre, hein, je lancerai mes dés de défense, mais il va essayer de me toucher. Pour qu'on évite ce désengagement et qu'on évite cette touche, il faut que je passe sur la case où on n'est pas dans l'arc avant ou arrière de la figurine. Là, tout ça, c'est l'arc avant et arrière de la figurine. 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cases. Si je passe par là, je ne passe pas dans l'arc avant ou l'arc arrière de la figurine. Donc, je ne déclenche pas le désengagement et donc l'attaque d'opportunité. Que ça soit pour nous ou pour les ennemis, c'est les mêmes choses. Donc on nous explique donc les attaques gratuites. Une attaque gratuite est un combat. Elle n'est pas résolue pendant votre tour. Elle n'est pas limitée. Une figurine peut effectuer autant d'attaques gratuites que ses adversaires lui a donné l'occasion. Elle ne compte pas comme des tours de la figurine qui effectue. Une figurine peut porter une attaque gratuite qu'elle ait déjà joué un tour au cours du round ou non. C'est ce que je vous ai expliqué pour une attaque d'opportunité. Ça, ce sont donc les mouvements et ce qu'on appelle le désengagement. Les attaques, donc l'arc avant, l'arc arrière. Donc l'arc arrière, c'est les 3 cases qui sont derrière. Et l'arc avant, ce sont donc 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 cases qui sont devant. Ou 6 cases. 2, 3, 4. Non, 5 cases, j'ai raison. Donc 5 cases devant la figurine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'arc avant. Et les 1, 2, 3,
ce sont l'arc arrière de la figurine. Quand on prend une grosse figurine, vous pouvez constater que l'arc avant, c'est tout à coup agrandi. Mais c'est toujours les 3 cases derrière. Par contre, on va prendre jusqu'à, je crois, 4 cases. C'est ça, 4 cases. 7, 8. Ouais, c'est ça. C'est les 4 cases de derrière. Oui, 4 cases. 4 cases de derrière. Et, parce que là, on est sûr, il peut passer par là. Orlaf. Mais il ne pourra pas passer par ici. Donc, c'est bien les 4 cases. 1, 2, 3, 4. Les 4 cases qui sont ici sont l'arc arrière du troll. Tout le reste, c'est l'arc avant de la figurine. Les grosses figurines se déplacent de carré en carré. Ça ne veut pas dire que là, j'ai fait 4 de déplacement. J'ai fait 2 déplacements. Je fais 1, 2. Pareil, on est dans l'orientation. Là, elle regarde dans ce sens. Quand je veux me tourner, ça me coûte un déplacement pour m'orienter. Toute action a un coût. Ça, ce sont donc les mouvements. On a maintenant les combats. Ça, c'est pour moi ce qui est le plus simple dans le jeu. Comme je disais, si on prend Orlaf, toujours. Voilà. On prend Orlaf. Hop. Ça, on va enlever ça pour l'instant. On va le mettre là. Comme ça, vous avez pu voir un peu tout. Et donc, on met à côté de soi le tableau nécromantique avec les caractéristiques. Et donc, on va dire Orlaf va taper un guerrier squelette. Voilà. C'est un barbare, donc il s'en fout. Il fonce. Donc, Orlaf, lui, il lance 5 dés. Donc, il a 5 dés dès le départ en combat. Je vais bien en trouver un 5e, un petit bleu. Voilà. Il lance 5 dés de combat. On va se référer au tableau pour savoir le guerrier squelette, il lance combien de dés? Il lance 2 dés, le guerrier squelette. Donc voilà, on a le pool de dés. Et donc on va lancer, et là on va voir ce qui va se passer. On a le pool de dés, on y va, on mélange, on secoue. On lance les dés. Je fais toujours des 6, c'est magnifique. Je suis trop fort. Alors, le squelette, lui, il a fait un 3 et un 4. Moi, j'ai fait un 5, un 6, un autre 5 ici, un 2 et un 1. Déjà, on va se référer au tableau du guerrier squelette qui est ici. Donc, il a 2 d'armure. Donc, tout ce qui est en dessous de 2, voire même 2, est déjà défaussé. Donc, déjà, ces deux-là. 1, 2, c'est défaussé. Ensuite, on prend notre pool de dés qui est supérieur, donc qui touche, et on va regarder si lui, il a réussi à se défendre. On prend le premier dé, c'est un 6. On prend le plus supérieur, donc lui, il a fait un 4. Ça fait déjà une touche. Le 5, avec le 3, le 5 est supérieur au 3, ça fait une autre touche, ça fait 2 touches. Et là, il y a 5, il n'y a rien du tout, donc ça fait, je lui ai fait 3 touches, et lui, il a fait 0 de défense. Donc, Orlaf met un coup, bam, il tue le squelette. Fini, on n'en parle plus. Ça, c'est pour l'attaque et la défense de notre guerrier squelette. Maintenant, si c'est le guerrier squelette qui attaque Orlaf, donc on prend les poules de dés, hein, toujours pareil, il a 2 dés, mais là on va prendre
une figurine avec un peu plus de dés, par exemple, ça serait bien. Bon. Allez. On va prendre lui. Parce qu'il lance 5 dés. Combien de dés? Non, 3 dés. Il lance le spectre. 3 dés. Allez, le spectre va lancer les 3 dés face à Orlaf. On va voir si le spectre il va toucher Orlaf ou pas. J'en ai un qui est parti. Hop là. Je commence à mettre la pagaille. C'est parti, on y va. Ça fait bobo. Alors. Pareil. Donc là, c'est le spectre qui attaque. Je fais un score de ouf. C'est un score de ouf. Alors. Tout ce qui est inférieur à l'armure, déjà, est défaussé. Donc le 1, vous voyez ici, là. Bam, défaussé. Donc lui, il a fait 2-6. Hein, le spectre. Eh oui, c'est un spectre. Moi, je vais essayer de savoir si je fais un 6 dans le lot pour essayer d'empêcher la touche du spectre. Et là, comme vous pouvez constater, j'ai fait 3, 3, 2, 4 et 5. Donc, j'ai pas fait de 6. Je prends un dégât. Pas 2 dégâts, mais 1 dégât. Les ennemis, ça ne marche pas comme les héros. Les héros, quand ils prennent des dégâts, ils prennent 1 dégât. Les boss prendront 1 dégât. Et pas 2. Donc là, il m'a fait 2-6. J'ai pas réussi à faire un seul 6. Donc je prends un dégât. Je prends un premier dégât. Voilà pour l'attaque et la défense. Donc c'est pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Ensuite, par rapport à cette attaque et cette défense, on a aussi certains effets comme des cartes qui peuvent nous améliorer nos attaques et nos défenses. C'est vraiment pas compliqué aussi, pareil, hein, il faut juste lire la carte. La carte soit, elle nous donne plus 1 D, ou soit plus 1 au résultat, je crois. Mais je crois que plus 1 au résultat, c'est rare que j'ai vu ça. Je crois que c'est plus 1 D. Ensuite, si on prend notre ami Madriga, qui veut tirer à la flèche contre le spectre. Donc le spectre, il a 3D. Madriga, elle attaque à distance. Donc comme elle attaque à distance, elle lance 4D. Et donc le spectre, il a 5 d'armure. Donc il va falloir faire un 6. Allez. Et là, vous voyez, j'ai fait un 5. Mais j'ai pas fait de 6. Donc ma flèche, partie dans le décor. Mais je ne touche pas le spectre. C'est comme si elle l'avait traversé. Et comme c'est un spectre, un fantôme, la flèche ne le touche pas. Voilà. Exemple parfait. Nous avons aussi, hop, Danor. Alors lui, c'est très spécial, car lui, Danor, il utilise des sorts pour pouvoir faire ses attaques. Alors, les sorts. Tac. Il y a très ardent, anthraphléurique, brasier, célérité, corrosion, cristallisation et rupture des sceaux. Donc là, je vous parle de sorts. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Donc ça, c'est les sorts à peu près qu'il utilise notre ami, donc le magicien. Donc il a à peu près ces sorts-là. Donc, si on prend sa fiche, Madriga, non, il est là, Danor. La fiche de Danor. Donc Danor, lui, il lance 2 dés automatiques de toute façon en combat. Il y a les cristaux donc, de puissance 2, puissance 3 et puissance 1. Alors, les cristaux de puissance 2, ça nous dit. Usage unique. Le héros lance 2 dés supplémentaires lorsqu'il lance un sort qui nécessite un jet de dés. Le cristal
peut être aussi utilisé pour recharger un sort en le tournant de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ou pour lancer un sort dont le niveau est supérieur à celui du lanceur. Un seul cristal peut être utilisé pour un sort au cours du même tour. Donc, pendant un tour, de toute façon, on peut utiliser qu'un seul cristal. Quand mon sort a été utilisé, comme je vous ai dit, on le retourne. Ce cristal-là peut et permet de pouvoir retourner dans le sens d'une aiguille d'une montre, donc c'est dans ce sens-là, hop, le remettre droit, et donc être utilisable pour la partie. Donc, quand un sort est retourné, on ne peut pas l'utiliser, mais grâce à ce cristal, on pourra l'utiliser car il va le retourner à 90 degrés. Il faut savoir que quand on va utiliser le sort, si on regarde bien, c'est marqué, ah voilà, ici. On le retourne à 90 degrés. Il y a d'autres sorts. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ça c'est 90, ça c'est 90. Ah voilà, celui-là et celui-là. Brasier, ils nous disent de le retourner à 180. Donc là, il est à 180. Donc, pour pouvoir qu'il soit utilisable, on fait 180, 90, 90, utilisable. Voilà. Ou si, même si vous voulez, vous le mettez comme ça, vous le faites un tour, 2 tours, et vous le remettez à 180. Enfin, faites un choix pour que vous puissiez dire, voilà, il est à 90, 180, 80, pour que vous puissiez dire qu'il n'est plus utilisable. Moi, pour dire qu'il n'était pas utilisable quand il était à 180, je le retournais. 180, il est retourné. Tac, tac, 90. Je le mettais comme ça. Et après, utilisable. Vous voyez ma façon? 180, je retourne la carte. 90, je le mets comme ça. 180. Hop. Je le mets utilisable. Donc, en LAF, on parlait d'utiliser ces sorts pour le combat. Donc là, il va utiliser Brasier. Et ça nous dit, la cible subit une attaque magique à 4D. Pas de ligne de vue nécessaire, peut être utilisé même dans l'arc avant d'un ennemi. Donc recharger au lancement, rotation de 180 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, fin du round, rotation de 90 dans le sens aiguille d'une montre. Donc voilà, à chaque tour, il va tourner 80, 90, pour pouvoir être utilisable à un moment. Si vous n'avez pas de cristaux, il faut bien que les sorts y reviennent. Donc à chaque tour, les sorts ils vont tourner. Donc là, ça nous dit que Brasier, il peut utiliser, enfin, il subit une attaque magique de 4D. 4D. Magique. Le spectre se défend avec 3D. On va faire l'attaque. Alors, si on veut vraiment lui faire mal, on peut utiliser, parce qu'on a un pool de dés, on ne peut pas aller plus haut que 6 dés. Dès qu'on a 6 dés, on ne peut pas avoir 7, 8, 9, 10 dés. On peut avoir que 6 dés lors d'un combat. Donc là, on a 4 dés. Si on veut, on peut demander au cristal,
utiliser un cristal d'énergie puissance 2 qui nous donne 2 dés supplémentaires. Donc, un et le deuxième était là. Donc, de faire une attaque avec 6 dés face au spectre. Et là, voyons, catastrophe ou pas. Est-ce qu'on va le toucher avec 6 dés? Est-ce que la boule de feu va le transpercer? Oh, même pas. Oh, même pas. J'ai même pas fait un 6. Ma boule de feu est une vraie catastrophe. Vous voyez, le spectre, il est pas évident à toucher. Hein. Il faut faire des 6. Oh, mais c'est du caca. Voilà. Ce qu'on peut dire sur une attaque, que ce soit magique, à portée ou au corps à corps. Comme je vous disais, même pour Orlaf, donc il attaque déjà avec 5 dés. Il peut, s'il a une arme, avoir, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, un +1 au dé. Voilà. Donc là, il aura +1 à ses dés d'attaque. Mais il a aussi des potions de bataille. Et potions de bataille, ça va rajouter plus de dés aux prochaines attaques. Avec un maximum de 6 dés. C'est bien marqué 6 dés. Donc là, si par exemple Orlaf attaque le spectre, il n'attaquera pas avec donc 5 dés. Donc c'est 5 dés d'origine. Hein, on va dire. Mais il ne va pas attaquer avec 7 dés. S'il utilise une potion, il n'utilisera pas 7 dés pour attaquer le spectre, mais bien 6 dés face au spectre qui se défendra de 3 dés. Et donc on fera l'attaque. Et là, cette fois-ci, on le tue. Et oui, on a fait un 6, les amis. Ça y est. Je voulais vous faire le 6 avant d'arrêter ma vidéo. Sinon, ça ferait pas honneur de mon grand talent. Voilà. Donc, ça, c'est une première vidéo. Parce qu'on va s'arrêter là. À 52 minutes. C'est déjà pas mal. Donc, comme je vous ai expliqué au début, le tableau du maître nécromancien. Avec les caractéristiques de chaque figurine ennemie. Leur déplacement, leur dé de combat, leur armure, donc combinaison d'armure, et donc les notes spéciales et le nombre de touches qu'on doit faire pour pouvoir savoir si on détruit ou on détruit pas une figurine. Ensuite, pour les personnages, on a le nom du personnage, sa race, sa capacité, son nombre de points de vie, ses déplacements, ses nombres de dés d'attaque et son armure. On a vu les mouvements, on a vu l'arc arrière et l'arc avant. On a vu le combat à distance, au corps à corps ou magique. On a vu les malus, que ça soit, donc on se rappelle, hein, les malus, le désengagement, hein, ça on l'a vu, le désengagement, ou il y en a un autre, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, le désengagement, et on a vu, les mouvements de figurines, le désengagement, non c'est ça, on a vu, voilà. Et donc, les attaques d'opportunité, donc si une figurine veut s'enfuir, hop, si elle se met là, il y a une attaque d'opportunité, que ce soit de l'ennemi. Pareil, si la figurine ennemie veut s'enfuir, il y aura une attaque d'opportunité. Et bien sûr, donc les malus, si il y a un nombre de poules de figurines, donc il aura -1 à ses dés. Il n'aura pas -3 encore, je vous répète, il aura -1. Parce qu'il y a 3 figurines, mais il aura -1. Et donc l'arc arrière, pareil, si on attaque dans l'arc arrière, que ce soit une figurine ou 3 figurines, il aura toujours -1 à son pool de dés. Il aura un dé en moins. Que ce soit pour les héros ou pour les ennemis, c'est la même chose. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Et puis, je continuerai donc la vidéo de règles. Donc là, déjà, on a vu à peu près le début des règles. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir la suite donc des règles de Dungeon Saga et qu'on parle la prochaine fois lors de notre prochaine vidéo, hop, je vais vous montrer la suite. On a vu le combat, le déplacement et la prochaine, ce sera les tirs. Les dégâts, la magie, on vient de la vue, on l'a vu, hein, les dégâts, voilà, ça c'est important, les dégâts.
Vous parlez des cœurs, il y a des effets spéciaux par rapport au cœur. Donc la magie, on ne la regardera pas, on l'a vu. Les objets, ça on pourra regarder. Par contre, on pourra regarder surtout la magie. Oui, ici, on y reviendra sur la magie, sur certains effets, comme les portes, les coffres que Madriga ouvre. Voilà, les accessoires du donjon. Donc on pourra voir aussi comment on peut faire pour échanger des équipements, utiliser des objets lors de notre prochaine vidéo. Et bien sûr, les grandes créatures, comment il faut se déplacer. Mais bon, je vous ai déjà fait un peu un début d'aperçu sur l'ogre. Je vous avais dit, regardez, je vous ai bien et pas menti. C'est bien donc les 4 carrés qui sont l'arc arrière et le reste de devant en bleu qui est l'arc avant. Et donc les mouvements. Et bon, ça on verra par rapport au combat aussi des grandes figurines, comment ça se passe. Surtout, on verra donc les accessoires, les attaques magiques, les objets. On verra surtout les dégâts lors de ma prochaine vidéo plutôt, de règles. La magie, si vous voulez, un petit peu de magie. Et puis, ça, les tirs, on l'a vu, que ça soit portée longue ou portée courte. Je vous ai fait mon petite démonstration. Les combats, bah voilà, ça change pas. Hein, ça, je vous l'ai fait voir aussi par rapport au résultat de dés. Donc ça, je vous l'ai fait déjà découvrir dans ma vidéo. Les mouvements, bah, je vous l'ai dit, le désengagement, tout ça. Donc ça, c'est bon. Et après, on pourra passer à aussi, ça, quelque chose qu'on n'a pas vu. Comment on joue une partie et surtout les actions qu'a le maître donc, du donjon, le maître nécromancien. Car quand on joue à 2 à 5 joueurs, il y en a un qui va jouer le maître du donjon, le maître du mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous n'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne des Jeux de Dark. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir donc la suite des explications de règles donc de Dungeon Saga. Je vous ai fait voir un petit peu l'aperçu de quelques 2-3 choses. C'est déjà un bon début pour vous pour que vous puissiez jouer. Donc il y aura d'autres règles, mais c'est franchement après ça va aller tout seul. Puis je vous dirai aussi dans ma deuxième vidéo pourquoi moi j'ai modifié les règles et comment je joue moi, si ça vous intéresse. Donc ça serait dans une autre vidéo. Donc on n'oublie pas, si vous voulez voir la suite, vous me laissez des commentaires. Puis surtout, n'oubliez pas aussi, mettez des pouces, des commentaires pour dire si vous voulez voir la suite ou pas. Et surtout, de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à max, donc à les Jeux de Dark. On est déjà 474 abonnés. Bientôt les 500. Je ne sais pas si on va atteindre le palier avant Noël. J'espère, hein, je compte sur vous pour qu'on atteigne ce palier. Et surtout, bientôt, je vous ferai la petite vidéo de Noël, donc de mes cadeaux de Noël. Et puis aussi, encore une fois, vous pouvez me voir sur la chaîne de Dédé. Donc on fait des parties de Zombicide, mais surtout en ce moment on joue à Star Wars Assaut sur l'Empire avec donc notre ami aussi donc Ivan Zek. Donc Ivan de Prenez les coffres. Donc je remercie beaucoup Prenez les coffres car il m'a offert des figurines et il m'aide aussi pour la campagne. Donc merci infiniment à toi l'ami. Et surtout aussi Voptis et Dédé donc qui jouent avec nous à donc Assaut sur l'Empire. Donc voilà, vous pourrez me voir sur les chaînes. Mais n'oubliez pas, si vous voulez voir la suite donc des règles de Dungeon Saga, et ben dites-le moi dans les commentaires et puis je vous la ferai. Donc comme je vous ai dit, on parlera donc du tour donc du maître donjon. Les mouvements c'est fait, les combats c'est fait, les tirs c'est fait. Ça changera pas, hein. Vous faites n'importe quel tir ou n'importe quel combat, il n'y a rien qui changera dans les règles de ce que je vous ai expliqué. Par contre on verra les dégâts, un peu de magie, les dégâts surtout c'est important. Vous allez comprendre pourquoi il y a les points rouges. Donc les attaques magiques on les verra pas, les objets, les échanges d'objets, les accessoires du donjon, les portes, les pions et surtout les attaques, les combats des grandes créatures
car les mouvements et l'arc arrière et avant des grandes figurines, on l'a vu. Donc voilà, et puis aussi, on verra un tour de jeu. Comment ça se passe, un tour de jeu. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite. Donc peut-être des explications de règles de Dungeon Saga. Sinon, on se dit à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos et surtout la suite de mes campagnes. Allez, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de soirée. Ciao.